Merci beaucoup, Madame et Messieurs le Président, et Monsieur le Président de la FRAPAT, et l'ancien Président. Et quel plaisir de se retrouver ensemble, physiquement, après une telle épopée que je qualifierais d'un petit peu curieuse, pour ne pas dire autre chose. En ce qui concerne les relations, effectivement, franco-marocaines, elles ont toujours été exceptionnelles de qualité, parce que ce sont les hommes qui font les relations, et quand on veut des relations humaines et qu'on veut de la qualité, on l'assume totalement, n'est-ce pas, Monsieur l'ancien Président, n'est-ce pas, Monsieur le Président actuel? Donc merci beaucoup. Je rajoute à notre secrétaire général donc le bonjour de toute la SPLF, c'est-à-dire de son président actuellement, Antoine Magnon, par rapport à toutes les relations avec la société, donc à FRAPAT. Donc je vais vous parler de Tanger, d'Hercule Atingis et sa vocation internationale. Alors je vais vous balader dans le mythe d'Hercule. Et qu'est-ce qu'un mythe avant de pouvoir parler d'Hercule? Parce que sinon, on ne répond pas. Un mythe, c'est une suite de paroles, c'est un discours, ce sont des propos. Et si je rajoute de Polyaine le fer à épos, c'est une épopée. Et tout va être là, c'est-à-dire ce discours va devenir une épopée. On passera d'un récit à une fable. Et ça, vous regardez la chronologie du mot. Fable, c'est fabula, ça vient du sanskrit qui veut dire parler, et la racine pas, c'est le balbutiement qui a donné barbare, je balbutie un mot, dans la langue qui n'est pas la mienne. D'où le balbutiement et le barbare qui est celui qui ne possède pas la langue du Nouvel-Orient. Donc finalement, la mythologie devient un récit fabuleux. Et un petit bonus étymologique, je vous rappelle que ce fari a donné infari avec la négation qui donne le non parlant. En français, c'est l'enfant, le non parlant. Le non parlant qui, je vous le rappelle, est officiellement incapable au sens de la juridiction française. Je pense que c'est pareil ici. Donc c'est incapable juridique jusqu'à l'âge de 18 ans, le non-parlant. Un mythe, qu'est-ce que c'est? Si on reprend Lévi-Strauss, eh bien c'est un élément qui reprend tous les événements du passé, ce qui est très longtemps, ce qui est un petit peu dans le mythe collectif, c'est au sens vrai du terme, qui est dans le passé collectif, je dirais dans l'inconscient collectif. Sa valeur intrinsèque fait qu'il forme une structure permanente dans l'inconscient collectif d'un peuple, même si on n'en a plus conscience. J'ai pour coutume de dire à Nice, il y a Garibaldi comme dans l'inconscient collectif, qui a donné sa vie à la France, pour faire créer l'unité italienne. Et de l'autre côté, il y a le petit homme du peuple, Masséna, qui est devenu maréchal d'Empire. Les Niçois, dont je fais partie depuis 30 ans, n'en ont pas forcément conscience, sauf dans les rues de leur ville. Donc un mythe se rapporte systématiquement et simultanément au passé, au présent et au futur. C'est ce qui fait le mythe, c'est ce qui fait la structuration, et donc l'aspect structural, comme dirait Lévi-Strauss, de nos pensées. Si on reprend la définition par Grimal, qui a beaucoup travaillé là-dessus, c'est à la Grèce on doit ce nom de mythologie. Et les Hellènes comprenaient deux choses, le logos, c'est-à-dire le savoir, le raisonnement, et le mythe, le mythos, c'est-à-dire ce qui construit notre inconscient collectif. Le logos, c'est la rationalité. C'est une notion de la vérité subjective qui donc va être acceptée par tous les esprits, puisque c'est un raisonnement, c'est la raison qui va et vient et qui arrive à une conclusion. Donc c'est acceptable, c'est une vérité de l'objectivité. Le mythos, par contre, relève de l'imagination, qui n'est pas susceptible de vérification au sens de la rationalité, mais il y a une vérité intrinsèque par sa vraisemblance, sa force de persuasion, et puis ce côté beau, ce côté épopée qui fait qu'on en adhère à ce mythe. Les mythes, il y en a plusieurs. Il y a la cosmogonie, c'est-à-dire la fabrication du cosmos que l'on retrouve dans la Genèse, que ce soit dans les trois religions du livre, la Torah, la Bible ou le Coran. Il y a la théogonie, c'est-à-dire la fabrication, la création d'un monde des dieux, avec Hésiode, on va en reparler plusieurs fois. Hésiode a inclus la cosmogonie, c'est-à-dire la création de la structure terrestre avec Gaïa et Uranus, le ciel, et la terre Gaïa, et les dieux. Ensuite, vous allez voir la cosmogonie d'Hésiode. L'anthropogonie, à ce moment-là, c'est la création des hommes par Prométhée, le premier, et ensuite on le retrouve dans la Genèse avec le Coran et la Torah. Prométhée. En grec, c'est le prévoyant, l'invoyant, et va créer les hommes avec l'humus, d'où le terme d'homme, dont le souffle divin, alors dans quel domaine on se retrouve, théologique ou mythologique, à partir de bout transformé en roche, donc on passe de l'humus à l'homme. Et c'est lui, rappelez-vous, qui va donner le savoir des dieux, le savoir le feu sacré de l'Olympe, et lui transmettre ce feu sacré. Et le drame, c'est qu'effectivement, Zeus n'a pas accepté la chose, et il va attacher Prométhée à un rocher dans un monde Caucase, et son foie sera dévoré tous les jours, et va repousser pendant la nuit. C'est le mythe de Prométhée, avec son frère Épidémée, qui est également le protecteur des hommes. Au commencement était le chaos. Le chaos, ça correspond, si tu prends la structuralité de type Lévi-Strauss, ça correspond au Big Bang. Moins de 700 avant Jésus-Christ, c'est-à-dire à peu près la création synchronique de Rome et de Carthage,
Donc le pseudo-Sénèque, qu'on appelle Hésiode, nous a livré ce qui était la pensée de la structuration du monde dans le monde du grec. Le chaos, c'est-à-dire cette béance, ce monde initial. À partir de ce chaos, il y a 5 divinités primordiales qui ont été créées: Gaïa la terre, l'amour Eros, le Tartare, le dieu des enfers. Et ensuite Hérède, les ténèbres primordiales, et Nux la nuit. On va pas s'élanger là-dessus, mais simplement, je voudrais simplement rappeler que la Nux, la nuit, va engendrer avec son frère Éther, la lumière, et Héméra le jour. La lumière au sens de l'énergie, c'est Éther brûlé, c'est le soleil, c'est l'énergie renouvelable. Vous voyez, quand on fait des rapports structuraux, c'est quand même intéressant. Et c'est également le photon qui nous éclaire. C'est intéressant de revisiter le mythe grec au sens avec ce que l'on a comme objet. Ça, c'est un petit clin d'œil pour les gens qui font de l'hypnologie. Je refuse de dire somnologie, puisqu'une racine latine, somnus, avec une racine grecque, c'est totalement impropre, donc je parlerai toujours d'hypnologie. Donc, Nux a créé hypnos et Thanatos, les deux antagonistes, le sommeil, dont on peut se réveiller, et la mort naturelle, dont on ne se réveille pas. Dans le mythe grec, et nous voilà chez vous, eh bien, Nux, va avoir sa demeure au-delà du pays d'Atlas. On va en reparler bien sûr. C'est l'extrême ouest, l'extrême occident, après les colonnes d'Hercule. Nous sommes dans la colonne sud, c'est-à-dire Solta, et la colonne nord, c'est Djebel el-Tariq, c'est Gibraltar, la montagne de Tariq. Alors, ils vont engendrer avec l'Atlas, le Titan, on va le revoir dans la cosmologie, il va engendrer qui? Ils vont engendrer les Aspérides, c'est-à-dire les gardiennes des pommes d'or dans le jardin qui est à l'extrême ouest, à l'extrême occident. Type de mythe. On a le mythe de la régénération, le déluge, on a le mythe de création des institutions, le mythe d'Hiram et le fameux temple de Salomon, et puis, très intéressant dans la littérature, le mythe pataphysicien d'Alfred Jarry, le collège des pataphysiques avec une petite en haut à gauche, vous voyez, il a voulu mettre cette petite note pour dire que on est dans le mythe. Mythe de création d'animal, ce sont les théophanies, exemple le sacrifice d'Abraham, selon la religion d'Isaac ou d'Ismaël, remplacé par un agneau ou un mouton. Et d'autres types de mythes qui sont intéressants dans l'inconscient collectif, c'est le mythe eschatologique, c'est-à-dire la capacité de le logos de penser, de voir, de comprendre la dernière chose à comprendre. C'est l'eschatologie personnelle, c'est-à-dire la fin du monde, du genre humain ou cosmique. Dans les religions du livre, ça s'appelait Apocalypse, qui en grec veut dire le dévoilement, la révélation finale. Ou encore, dans le bouddhisme, ça va être la réincarnation. Et voilà, ici, les mythes de fondation, on en a 3 exemples. Rome avec Romulus et Rémus, Icosium qui a donné Alger, avec la fondation par les 20 compagnons d'Hercule qui étaient de passage en venant chez vous, en venant ici. Et Icosie en grec, ça veut dire 20. Et donc ils ont fondé la ville des vins en grec, qui s'appelle Icosium en latin, qui s'appelait Icosim en tamazir, et qui s'est appelé ensuite Algiers. Algiers, qui n'a rien à voir avec cette création, puisque c'est Algézira, c'est pas moi qui vais vous l'apprendre, qui veut dire les îles, la ville des îles, parce que la grande baie d'Alger, qui est devenue imprenable, à cause de ces îles, et du Peignon en particulier, qui elle n'a jamais été pris sur les Espagnols, donc au XVIe siècle, était donc le cordeau protecteur de la ville, c'est pour ça qu'on l'appelait, depuis le XIe siècle, avec l'arrivée des Irides de Kérouan, avait créé donc cette ville pour faire une nouvelle attache des Irides qui venaient de Kérouan. Et ici, Tingis, fondé en souvenir de sa mère par Sophax, à la mort de son père Anté, éliminé par Hercule, nous y voilà. Tout ce préambule pour vous dire, on est dans le mythe, et voilà d'où vient ce mythe, et voilà pourquoi nous sommes ici. Alors, la théogonie d'Hésiode, je vous ai évité de le lire tout en entier, alors je vous ai mis les flèches. On part du chaos, la terre et le ciel vont s'unir, vont fabriquer les titans. Et vous voyez toute la ligne bleue des titans. Chronos et Rhea sont frères et sœurs parmi les titans créés par le ciel et la terre. Ils vont créer Zeus, le chef des dieux. Rappelons-nous que Zeus c'est Dieu, Dieu c'est Diès, et Jupiter c'est Dies Pater, le père de quoi du jour, donc le père de la lumière, et la boucle est bouclée vers le soleil. Donc les hommes ont toujours honoré l'énergie primordiale qui est finalement conférée par le soleil, après animé, on y rattache ce que l'on veut. Zeus avait pour sœur Héra, donc on est dans la deuxième génération, donc toujours dans cette création à partir de Chronos et de Rhea des titans, ils ont créé Zeus et Héra. Héra et Zeus ses frères et sœurs, et ils ont créé, on va retenir que ce nom, Illiti. Illiti va nous intéresser dans la suite. Voilà Zeus avec ses maîtresses divines, parce que parfois Zeus est descendu de son Olympe
principale, de sa maison principale, pour après revoir des petites mortelles et revoir la suite. On dit, retenons que c'est la déesse de l'enfantement et de l'Océan. Alors comment on est arrivé à Héraclès, Hercule? On part d'Alcide pour arriver à Héraclès. Alcmène attend son mari Amphitryon en guerre contre les Staphiens, parce qu'elle lui avait dit que pour consommer son mariage, alors qu'elle était reine de Thèbes, il ne pourra consommer le mariage que si elle a vengé ses frères qui ont été tués par les Staphiens. Zeus, qui avait remarqué la beauté d'Alcmène, descend de son Olympe principal et va demander au dieu Soleil et Hélios de prolonger la nuit de 3 jours pour séduire Alcmène durant cette longue nuit. De retour du conflit, la même nuit, Amphitryon, le mari, peut enfin consommer son mariage. Et on en dit là, 2 naissances à partir de cette nuit de cette journée de 3 nuits, appelons-le comme on veut. 2 naissances. Alcide, qui en grec veut dire la force agissante, fils de Zeus, deuxième naissance en même temps, Iphitas, puisqu'il y a eu 2 inséminations, le fils d'Amphitryon, qui s'appelle Iphitas, qui veut dire la force et le courage, toujours une idée de puissance. Mais Héra, jalouse, n'accepte pas cette aventure de son mari sur la terre, et sa vengeance sera constante. Il faut savoir que en Argolide, les descendants de Persée devaient avoir un descendant, et le premier enfant mâle devait être le roi des Argolides, le roi d'Argos. Héra a demandé finalement à sa fille, qu'elle a eue avec Zeus, de faire avancer cette naissance, et c'est Eurysthée qui va être le roi. Et tout va se déjouer là par rapport au mythe d'Hercule. La jalousie. La jalousie. Voilà un petit peu l'arbre généalogique. Et alors, intéressant dans le mythe, c'est que le fils de Zeus ne peut devenir immortel que s'ils ont été au sein de la déesse Héra. Hermès, le messager des dieux, le Mercure latin, va va aller chercher Alcide et va le mettre au sein de Héra. Et Héra, endormie, se réveille d'un coup et rejette l'enfant. Et tout son lait va se répandre dans le cosmos et créer la Voie lactée. C'est joli. Évolution d'Hercule. Héra envoie les serpents sur le berceau d'Iphitas, donc le frère. Alcide étrangle les reptiles. Amphitryon comprend que c'est quand même un phénomène qu'on qualifiera plus tard d'Herculé, une force herculéenne. Il va tuer Alcide, il va le confier à un professeur de musique qu'il va tuer. Ensuite, Alcide sera confié à des bergers de la montagne, il va se dire, en allant dans la montagne, il va se calmer, mais non, il va tuer le lion du Cicéron. Hippias est content que le lion soit tué, il va lui donner 50 filles. Et Hercule, qui parfois va devenir Hercule, on va voir comment, va créer 50 petits-fils, c'est ce qu'il y a. Alors vous voyez, quand on cherche la généalogie d'Hercule, on va en trouver. Voilà le dieu de tous ces phénomènes. Et de retour à Thèbes, et on va en finir là par rapport à l'évolution d'Alcide vers Hercule, il va débarrasser Thèbes d'un tribut imposé par l'autorité des Orchomènes, peu importe, et là aussi, le roi de Thèbes, Créon, va lui donner sa fille. Et c'est là que tout va tourner. Il va lui faire 3 à 8 enfants selon le mythe. Il va les tuer dans un accès de folie provoqué par Héra, et c'est là que tout va basculer. Revenu à lui lors de l'emprise d'Héra, Alcide doit aller se purifier à Delphes, vous savez, l'oracle de Delphes, qui va lui dire, 1, il faut changer de nom, si tu veux plus avoir de problème, il faut s'appeler Héraclès, c'est-à-dire la gloire d'Héra, comme ça au moins on conjugue tous les problèmes de mauvais œil, on va dire, et de se soumettre pendant 12 ans, et on en est là, au roi des Hérodides, usurpateur malgré lui, de son trône Eurysthée. Qu'est-ce qu'il lui demande? 10 travaux, 600 Grèce, voilà les villes, Olympe, Delphes, Thèbes, Argolide. 4 retournent à la Méditerranée. Malheureusement, Eurysthée refuse 2 travaux et lui le condamne à faire 2 travaux de plus. Et c'est pour ça que nous sommes là. C'est le chien cerbère qui protège les enfers de l'entrée des enfers et les pommes d'or du jardin des Hespérides. Que doit-il faire? Qui s'appelle maintenant Hercule, non plus Alcide, c'est-à-dire la gloire d'Hercule, Héraclès. Il va cueillir les pommes d'or du pommier qui a été offert par Gaïa à Héra lors de son mariage avec Zeus. Elle l'avait planté dans son jardin au-delà de l'extrême occident. C'est un jardin divin sur les monts de l'Atlas. C'est pour ça qu'on s'appelle l'Atlas ici, le Mont Atlas, et puis toutes les chaînes de montagnes. Là où les chevaux du char du soleil achèvent leur randonnée en se couchant à l'ouest de l'extrême occident, l'océan Atlantique, l'Atlas. Les filles d'Atlas et de Nyx, on l'a vu tout à l'heure, qui sont Églé, Eurytie et Hespéride, les Hespérides, volaient les pommes. Donc il fallait un petit peu les punir. Et c'est pour ça qu'Héraclès a été convoqué à faire ce travail pour aller chercher les pommes des Hespérides.
Il va essayer de les récupérer. Bon, il y a toute une histoire avec Atlas qui va aller chercher le palais, chercher, mais surtout, regardez la fin, c'est la fin du mythe, c'est rigolo. Je dirais tout ça pour ça. Il récupère les pommes, comment selon le mythe. Il va les offrir à Héraclès, à Athéna, qui elle-même va les replacer dans le jardin des Hespérides. Voilà le mythe, tout ça pour ça. Mais, pour en arriver là, eh bien, souvenons-nous que Gaïa et Ouranos ont créé un autre titan, c'est-à-dire Japet, qui avec Clyménée a créé Atlas, donc fils de Titan et d'Océanide, descendant de Titan. Vous voyez ici Prométhée qui a donné le feu avec ici l'aigle du Caucase qui développe le choix, et l'alliance, l'union d'Atlas et de Nyx a créé donc les Hespérides. Et le voilà, ici, les grottes d'Hercule, parce que Hercule, avant d'aller cueillir les pommes, est allé dans cette fameuse grotte que nous avons tous visité au Cap Spartel, pour aller se reposer avant d'aller faire son 12e travaux d'Hercule. Et je rajouterai une petite note qui va associer la Tunisie et le Maroc, c'est la fameuse île Persile. Vous vous souvenez que l'île Persile, c'est en fait l'île de Calypso, qui est la dernière île visitée par Ulysse, on en parlera dans quelques temps à Djerba, qui, avant de rejoindre Ithaque et Télémaque, son fils, à Ithaque, était déplacé par l'île Persile. C'est reconnu comme étant l'île de Calypso. Il y a d'autres petits problèmes géopolitiques, mais j'en parlerai pas ici, entre l'Espagne et le Maroc par rapport à l'île Persile. Je crois que l'entente cordiale a été faite, on a évité les outils. Personne ne va à l'île Persile, sauf pour aller se reposer, et surtout pas quelques personnes qu'on appellera premiers. Anté. Alors que vient faire cette Anté-là? Et pourquoi on s'appelle ici Tingis? Anté était sur la route d'Hercule. Il est fils de Gaïa la Terre. Il est invincible s'il est en contact avec sa mère, la Terre. Donc ce sont les forces telluriques, au sens le plus vrai du terme, le sens le plus grec du terme, qui confèrent à Anté toute sa puissance. Anté tuait tous les voyageurs, il défiait tous les voyageurs, il est tellement fort, regardez la gravure du sac doré du XIXe siècle, que plus personne ne passait. Il fallait protéger cette région, et Hercule est passé. Il a soulevé Anté, qui a perdu sa force tellurique, et il est mort. Alors dans le mythe, on raconte que les dépouilles d'Hercule servaient à faire le toit du temple dédié au père d'Anté, et les crânes étaient de la décoration de la voiture. Vous voyez la cosmogonie qu'elle nous donne. Gaïa avec Poséidon vont créer Anté. Anté va épouser Tingis, qui est considérée comme une déesse mauritanienne dans un deuxième temps, amazigh aussi. Et Zeus va créer avec Almène Hercule. Les deux, Tingis et Hercule, vont engendrer Sophax, et Sophax va créer Tingis. On le sait par Plutarque, qui rapporte la légende mauritanienne de l'époque, puisque là on est des gens mauritaniens au Gabon. Héraclès épousa Tingis, appelé Anté, et Sophax, leur fils, va construire cette ville, et va l'appeler Tingis en l'honneur de sa mère. Vous voyez ici les tombeaux, vous connaissez bien en face de l'Espagne, à 14 km de France, et du café Tingis sur une belle aquarelle. Anté, une femme légendaire. Vous connaissez tous, c'est mieux que moi, le menhir, le cromlech de Mzora, qui d'un tumulus se reposerait le corps d'Anté. Et au moins, c'est-à-dire après les guerres puniques, c'est-à-dire que là on est au début de la domination romaine, un général romain Sertorius a découvert ce tombeau géant, a pensé que c'était le tombeau d'Anté, puisqu'il faisait 26 mètres 67. En fait, c'est un menhir que vous voyez ici dressé, ça veut dire menhir, c'est en celte, la pierre dressée, la pierre haute, qui est autour d'un cromlech, qui veut dire une pierre alignée en courbe, comme on a à Stonehenge, au sud de Salisbury. Donc c'est la civilisation celte qui était aussi là, qui a donné ce tumulus. Tanger, c'est une géographie physique et humaine. Physique, puisqu'on a Tanger, bord de l'Atlantique, et de l'autre côté, la muraille de Boulia, qui a toujours séparé cette partie du nord de la Méditerranée. Humaine, parce qu'il y a les Jbala et les Rifins qui la peuplent. Rif, c'est en Amazigh plutôt, le Rifin, le rivage de quoi? De la Méditerranée. Donc on a 500 km de rivage, de Tanger à la Mourie. C'est aussi une étymologie croisée, puisque Rufus en latin veut dire rougeâtre, roux, et qui a évolué en roufo, en italien roux, et qui a donné l'idée du feu, puisque on a toujours cette idée, comme on a Maghreb ou Mauro qui veut dire son, à cause du soleil qui s'éteint. Donc ça a donné des noms associés, qui étaient quasiment des homonymies, enfin des évolutions du langage, avec au 14e siècle, 15e siècle, pardon, le feu de Saint-Antoine, pour les feux de la Saint-Jean, Rifle, même en anglais, ça vient de là, le fusil, 22 ans Rif, les feux des armes, et même zones de combat de front, on va sur le Rif.
C'est l'Isbala Erichon, vous voyez la population comme elle est mêlée, entremêlée, qui a créé la population tangéroise. Et on va faire une petite chronologie rapide, en 9 diapositives intercalées de quelques exemples. 9e siècle avant Jésus-Christ, les Phéniciens. 5 siècles plus tard, Carthage. 2 siècles avant Jésus-Christ, la Mauritanie, les Mauritanies. Et la Mauritanie tangiciane du nom de Tanger, 42 après Jésus-Christ, c'est la grande période romaine. Les Vandales, 4 siècles après, mais Tanger est épargné. Par contre, les Byzantins sauvent Alger, avec Bélicène, et les Vandales sont repoussés. Et les Visigoths sont les conquérants de Tanger au 7e siècle. Et si on remonte encore plus haut, je vous ai montré au départ toute la relation avec la première population la dite phénicienne. Et on va voir le croisement. Le Caucase est venu peupler entre le 10e siècle et le 5e siècle, passé par Gibraltar ou par Malte. On a ce qu'on a appelé les cultures rubanées par le nord et cardiales par le sud, en fonction des poteries qu'on va retrouver comme fossiles des déplacements humains. Donc on a là, et on l'a retrouvé dans les chromosomes par l'ADN masculin ou l'ARN mitochondrial féminin, la migration a été d'ouest en est, on le voit dans les signaux génétiques. La migration maritime, on l'a vu de façon concomitante, au-delà de la civilisation cardiale, c'est l'immigration punique, phénicienne. On va voir comment. Les grandes villes de départ, c'est Sidon et Tyr, bien sûr, et qui vont créer Carthage, puisque la reine de Carthage était la reine de Tyr, tout au moins si elle avait eu la succession de son père. Et puis, et bien sûr, tout ce passage avec Gadès, qui était un lieu de pèlerinage pour l'Hercule de chez eux, c'est-à-dire Melkart. De chez eux, les Phéniciens. Les Phéniciens, ça veut dire quoi? Ça veut dire en grec phoïnes, rouge sang. Pourquoi rouge sang? Parce qu'ils avaient la maîtrise sur les plages du Canaan, qui veut dire l'ouest de ce Moyen-Orient, ça veut dire l'ouest en langue locale. Ils avaient la maîtrise de cette coloration teinturiale du rouge. Et donc les Grecs qui étaient en face, ça veut dire c'est les hommes du phoïnes, les hommes du rouge sang, ce sont les Phéniciens qui, en latinisation, ont donné Poinus puis Punique. De la Mauritanie à la Mauritanie tangiciane, vous voyez l'association historique, ça s'est passé sur 500, 600, 700 ans, entre des villes mauritaniennes de départ, devenues romaines, vous voyez les concordances. Mitingui, c'est au cœur du problème, au cœur de l'évolution, c'est pas un problème. Maurice est tête de mort, parce qu'on en parle souvent. Tête de mort, qu'est-ce que c'est une tête de mort? Eh bien, évidemment. C'est du canaïque Maref, phénicien Moref, l'arabe l'a repris avec Marep, et le grec, la souche, c'est Maoros, qui veut dire son à cause de la couleur du soleil couchant. Donc en latin, ça veut dire occidentes, ça veut dire celui qui tombe, ob cadere, l'objet qui tombe, qui c'est qui tombe, c'est le soleil qui tombe, et s'il tombe, il va faire une couleur sombre. Donc théoriquement, quand on dit occident, il manque un mot, c'est l'occident sol, le soleil couchant. Et ça nous a donné mort, Maurice, Maurice, etc. Et même Saint-Maur, qui est la contraction de Saint-Maur en anglais. Tête de mort et Saint-Maurice, parce que ça m'interpelle, je ne suis pas loin de la Corse. Pourquoi cette héraldique de la tête de mort? Ça vient du IVe siècle, dans le Valais, où sous Dioclétien, il y a eu une intervention de la légion thébaine, donc de la tête égyptienne, ce sont des Nubiens qui étaient de noirs, de couleur de peau, et qui de race donc nubienne, et qui étaient venus faire de l'ordre, en quelque sorte, au niveau de la Suisse. Mais ces légionnaires étaient devenus chrétiens et ont refusé de persécuter les chrétiens locaux, et à ce moment-là, ils ont été martyrisés. Il a été canonisé, ce chef nubien noir, sous le nom de Saint-Maurice d'Agome. Et le premier saut, on en retrouve cette tête de mort, c'est le roi Pierre III d'Aragon, qui après a été le conquérant en Italie du Sud et en Corse. Et c'est pour ça que le même héraldique, on le retrouve sur la Corse, on le retrouve dans des noms proches de mort, c'est-à-dire Montrancé, Montbrun-sur-Loire, et même la Sardaigne. Donc, si vous regardez bien la diapositive, le bandeau n'est plus sur les yeux en Corse, parce que sur les yeux, ça voulait dire la soumission, mais les Corses ont préféré relever le bandeau et éviter la soumission, sans doute. C'est un petit détail, mais intéressant de voir que certaines villes ont relevé le bandeau. La Mauritanie, c'était la Mauritanie tangiciane, jusqu'à la Moumia, césaréenne jusqu'à l'axe de Sétif, puis la Mauritanie ou Numidie sétifienne, puis l'Afrique proconsulaire avec toute la Tunisie actuelle, plus tout ce qui relève de la Libye jusqu'à la limite de toute l'Égypte. Quelques chronologies. 8e siècle des Omeyyades,
Tariq Ziyad, qui portait bien son nom, puis Ziyad, si j'ai bien compris en arabe, ça veut dire celui qui augmente, celui qui fait une promotion de quelque chose. Bon, il a récupéré un pays, l'Espagne. Expulsion des Omeyyades qui rentrent en Espagne, et puis qui restent en Espagne, donc ils ont été expulsés finalement de Bagdad. Ensuite, la première dynastie qui a fondé votre pays, c'est les Idrissides, les Almoravides, les Almohades. Ensuite, Tanger, 15e siècle, les tentatives portugaises, prise de Tanger par le Portugal. Voilà les Omeyyades. Voilà les Omeyyades en relation avec l'Empire byzantin. Voilà les Idrissides qui ont fondé le pays avec la dynastie chérifienne, qui veut dire descendant du prophète par chérif noble, et avec la société de la patrilinéaire d'Ali, descendant de Fatima, et les autres femmes d'Ali. Puis les Almoravides, les gens du Ribat, d'où la ville de Ribat, les Almohades, qui étaient les tenants d'une divinité divine, et enfin, les dernières plaques de la chronologie, la reconquista au XVe siècle de l'Andalousie par le roi espagnol, et l'arrivée des Juifs à Tanger, l'arrivée des semblables musulmans à Tanger. Domination espagnole au XVIe siècle, puis indépendance du Portugal, et donc Tanger redevient portugaise. Contrôle de l'Angleterre avec le mariage des Bragances avec Charles d'Angleterre, fortification de la ville par les Anglais, siège de Tanger par le sultan. Destruction des fortifications par les Anglais eux-mêmes, mais le sultan les reconstruit. Et à partir du XVIIIe siècle, le sultan entraîne le cantonnement des diplomates à Tanger qui va commencer à prendre sa vocation internationale. Quelques écoles, soit catholiques, espagnoles, soit françaises, se créent ici, et le fameux séjour dans le Maghreb de Jeanne de la Croix. Bombardement de la ville par les Français à cause de l'asile accordé en 1844 à l'émir Abdelkader, qui était notre ennemi en Algérie, création de postes britanniques, françaises, espagnoles, etc. Et voici le bombardement d'Alger, de Tanger, vous voyez très bien les remparts de l'époque. Et on terminera par ensuite ceci qui a créé la situation internationale de Tanger, l'accord secret franco-espagnol qui limite les zones d'influence des deux pays sur la zone sud, avec un statut particulier pour Tanger. Guillaume II s'en est mêlé parce que les Allemands voulaient pas laisser ça comme ça. Conférence d'Algésiras qui déjà en 1906 détermine les zones d'influence franco-espagnole avec toujours un statut spécial pour Tanger. Ensuite, le protectorat espagnol, en 7 novembre 2012, Convention de Madrid, deux zones séparées, et vous voyez la zone espagnole, la zone sud qui a été récupérée par le Maroc en 1958, avec l'indépendance du Maroc en 1956 qui a laissé deux villes, Ceuta et Melilla, sous j'allais dire protectorat, c'est plus le terme, donc sous l'Espagne. Tanger a toujours eu ce statut à ce moment-là de zone internationale, alors que Tétouan était la ville capitale de cette partie nord. Le protectorat français, c'est le 30 mars 1912. Et ensuite, l'entrée en vigueur, c'est le plus important, par la Convention de Paris, c'est le statut international de la ville de Tanger en 1925. Voilà la carte. Et on terminera par ceci, l'occupation de Tanger, ça c'est beaucoup plus récent, des troupes espagnoles, rattachement à la zone espagnole, expulsion du Mandoub, le représentant du sultan, installation du consulat, c'est la Grande Guerre mondiale, la deuxième dans le Royaume. Et enfin, en 1945, la libération, départ des troupes espagnoles, et c'est l'ambassadeur français qui ramène le Mandoub ici. Discours de Tanger de Mohamed V qui réclame l'indépendance du Maroc, ça s'est passé ici. Abrogation en 1956 du protectorat français et fin du protectorat espagnol à ce moment-là. Et on termine par cette plaque avec l'évacuation des troupes internationales. Tanger, 1857, la capitale du royaume, et une charte royale maintient une zone de libre-échange, puis perpétue le statut particulier en 60, avec persistante zone franche que l'on retrouve avec le grand port de Tanger-Med et le plan Tanger Métropole à partir du temps de 2018. Voilà Tanger, la belle ville actuelle. Choukran. Tu as une idée du mot d'où ça vient? Alors, le terme, tu as raison, je n'ai pas retrouvé le tingis, quelle est la racine. J'ai cherché. On dit toujours que c'est donc la reine amazigh, selon la tradition amazigh, ou la reine mauritanienne, mais c'est un peu plus tard, puisque les Amazirs sont là depuis 4000 ans, 6000 ans, je vais vous le montrer, avec la migration du Caucase à moins de 6 siècles, moins 5 siècles, donc plus 2, ça fait entre 5 et 7 siècles, selon on trouve. Et donc il y avait déjà une reine Tingis dans la tradition mythologique. Je n'ai pas retrouvé la racine de Tingis. Donc je dis que Tanger c'est Tingis,
Et je suis vraiment resté sur ma faim, j'ai cherché partout, et je n'ai pas retrouvé d'où ça vient. De même compter, ça hantit mes nuits. Là, c'est facile à dire avant que je me mot, mais je n'ai pas retrouvé la racine dentée. Là, c'est deux racines qui sont quand même primordiales, j'ai fouillé, je vais trouver, je vous le dirai la prochaine fois.